Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Face aux idées sur LCP, une émission pour aller plus loin dans la réflexion autour de grands sujets de société qui feront la présidentielle de demain. France, que veux-tu pour ta jeunesse? C'est le thème de notre émission de ce soir. Et pour nous accompagner pendant un petit peu plus d'une heure, notre invité principal est le socialiste Vincent Peillon. A tout de suite. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous et bienvenue sous la nef du Palais Brongniart, dans ce lieu qui était autrefois la Bourse de Paris et qui est aujourd'hui un lieu de débat et d'échange comme ce soir au cœur de la capitale. Bonsoir Vincent Peillon. Bonsoir. Député européen chargé du projet du Parti Socialiste, membre du bureau national du PS. Pendant l'heure que nous allons passer ensemble, vous allez être confronté à des jeunes engagés dans la société civile, engagés également en politique. Alors avec nous également deux éditorialistes. Vous êtes donc Mathias Léridion, président de Tilder, et Laurent Bigorne, directeur de l'Institut Montaigne. Bonsoir, on va donc parler de la jeunesse ce soir, cette tranche d'âge qui, selon les statisticiens, est comprise entre 18 et 24 ans. Vincent Peillon, mais avant cela, actualité oblige, en tant que soutien à Dominique Strauss-Kahn, on ne peut pas aujourd'hui ne pas vous poser la question d'une réaction à ce qu'il est en train de se passer, à ce séisme politique autour de Dominique Strauss-Kahn. D'abord, je voudrais vous féliciter sincèrement d'avoir maintenu cette émission et de nous faire parler du fond. Nous en avons bien besoin, le pays en a besoin, et si on peut avoir un beau débat démocratique sur les vrais sujets d'ici 2012, ce sera utile. Ensuite, je ne veux pas me dérober du tout à votre question. À titre personnel, parce que j'ai commencé à travailler, y compris sur ce genre de sujet, il y a 20 ans, comme secrétaire du groupe des experts de Michel Rocard, avec Dominique Strauss-Kahn, on partageait le même bureau. Je suis profondément affecté. Les principes naturels doivent s'appliquer, la justice doit passer. On voit que les procédures américaines sont pour nous effrayantes, brutales, mais il faudra que la vérité soit faite. Alors, c'est bien, Vincent Peillon, la jeunesse qui nous occupe ce soir et pour cette émission. On va parler de cette génération oubliée, certains disent sacrifiée. Est-ce qu'elle a raison de se penser ainsi? Alors, je ne sais pas s'il faut être dans la... Et d'ailleurs, moi, je n'entends pas souvent ça, c'est pas dans la plainte, mais la réalité des politiques publiques françaises et des choix de la France, c'est que nous ne traitons pas depuis très longtemps bien notre jeunesse. D'ailleurs, dans un sujet plus global, parce que sinon on va dresser des catégories les unes contre les autres. C'est notre avenir que nous ne traitons pas bien. La France est un des pays les plus pessimistes sur son avenir, et un des pays qui le prépare sans doute le plus mal. Et j'ai noté d'ailleurs que des experts des deux bords font cette même analyse. Les intellectuels le font depuis maintenant près de 30 ans. Il y avait un grand article dans la revue Le Débat il y a 30 ans qui disait « La crainte de l'avenir ». Et on voit bien qu'elle est bien sûr assez forte en Europe, mais très spécifique à la France. Cette incapacité à nous projeter dans l'avenir, évidemment, la jeunesse de France en est la première victime. Et lorsqu'on regarde un certain nombre d'indicateurs bien naturels, les mêmes que pour les personnes adultes, la santé, le logement, le travail, eh bien, on constate qu'effectivement, la situation des jeunes dans ce pays n'a cessé d'empirer depuis quelques années. Et je crois que... Et il y a une responsabilité politique derrière tout cela, Vincent Peillon? Il y a une responsabilité politique et il y a une responsabilité citoyenne. Juste une anecdote. La première émission de télévision que j'ai pu faire, c'est en 1995 dans la première campagne de Lionel Jospin. J'étais vraiment un tout jeune homme et je n'étais pas encore élu. Je suis allé dans une émission, il y avait un débat contradictoire sur la jeunesse. Et j'ai raconté ce que je vivais de mon point de vue professeur et découvrant les politiques locales. J'étais très étonné qu'on faisait des dîners d'anciens dans lesquels chacun amenait un cadeau pour les anciens, dans lesquels les municipalités, j'étais en zone rurale, mettaient beaucoup de moyens, mais que les jeunes, on leur reprochait même de se réunir sous l'abribus, mais on n'avait pas pensé à leur faire des salles. J'ai tenu ce propos dans cette émission, qui me semblait de simple bon sens, et dans le fond, je rapportais des faits que j'avais observés. Et alors, nous avons eu un déchaînement Russell-Ferrino de lettres
d'un certain nombre de nos concitoyens, sans doute pas les jeunes. Hein. Ils disent qu'est-ce que c'est que ce ZEP, qu'est-ce que c'est... Et ça n'est pas un discours à tenir. Pourquoi ? Ben parce que vous le savez, on l'a vu dans la dernière présidentielle, si ça avait été les jeunes, il y a un marché électoral. Nous sommes dans des sociétés où il y a maintenant plus de personnes âgées, et ça va encore, et qui votent plus, s'accroître. Et donc les jeunes sont négligés par les politiques, mais aussi par leurs concitoyens, d'une certaine façon, qui sont bien égoïstes. Alors vous avez posé un peu les bases du débat. On va reparler évidemment de tout ça. Vous parliez de pessimisme. On va le voir tout de suite dans cette séquence de notre sondage de cette émission. Comment l'emploi des jeunes en France est-il perçu par les Français et surtout par les jeunes? Pour Face aux idées, Harris Interactive leur a posé la question. Pour 54% des jeunes de 18 à 24 ans, leur situation professionnelle est leur première préoccupation. C'est 2 fois plus que dans l'ensemble de la population. 59% des Français ne font pas confiance aux chefs d'entreprise pour favoriser l'emploi des jeunes dans les années à venir. 67% ne font pas non plus confiance aux politiques. En première place, 30% des jeunes interrogés espèrent être fonctionnaires. Presque autant, 27%, souhaitent devenir salariés du privé. Enfin, moins de la moitié des jeunes, seulement 48%, estiment que leur formation leur a facilité ou leur facilitera l'accès à l'emploi. Vincent Peillon, 67% des jeunes interrogés ne font plus confiance aux politiques. Comment vous vivez cette défiance ? Globalement, là, si on avait fait un comparatif avec les autres générations, il n'y aurait pas une grande différence. Aujourd'hui, on est dans une crise évidente du politique parce que les grands problèmes structurels qui sont les nôtres ne sont pas réglés, dont le problème de la jeunesse. Mais vous l'avez vu, la première préoccupation, l'emploi. Et ce problème est lancinant. Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs la différence ? Moi, j'ai fini mes études au moment où ça tournait. Je n'ai jamais été menacé d'être chômeur. Et même lorsqu'on faisait des études médiocres, on se débrouillait pour trouver un travail. C'est la fin des années 70, on va dire. Et puis là, il y a un brutal retournement, il y a une montée exponentielle du chômage, et nous n'avons pas réussi à endiguer ce chômage très important dans la société française, qui repart dès qu'il y a des difficultés. Il était déjà fort avant la crise, il repart très fort en 2008, et quand vous regardez les catégories qui sont les premières touchées, c'est les jeunes. Ils sont notre variable d'ajustement. Ils sont très préoccupés par l'emploi, plus que les autres catégories de la population. Ils ont raison, ils sont 2 fois plus au chômage. Il y a beaucoup de chômage pour les jeunes, 25% le taux de chômage des jeunes. Vous disiez une montée du chômage ces dernières années. Pour autant, structurellement, le chômage des jeunes existe et il est 2 fois plus élevé que pour le reste de la population. Donc il y a structurellement un problème à régler. Oui, alors il y a quand même une très grande différence lorsqu'on a un chômage élevé ou un chômage plus faible. Il ne faut pas se désespérer, il faut prendre des mesures. Ça a marché à certains moments où on peut effectivement faire en sorte, non seulement qu'il y ait de la croissance, qu'il y ait de l'innovation dans ce pays, mais qu'on partage avec les jeunes et qu'on fasse régresser le chômage des jeunes. Ça doit d'ailleurs être un objectif majeur. Parce que vous voyez, là, il y a une petite reprise de la croissance. Mais beaucoup de gens s'inquiètent sur la capacité de faire que cette reprise dure. Et l'inquiétude vient de quoi? Elle vient de la consommation. Elle vient de la possibilité qu'un certain nombre de gens vont avoir par le pouvoir d'achat. Or, donner de l'emploi aux jeunes, c'est faire du bien à toute la société. Donc ce problème est un problème que nous n'avons pas réussi encore à traiter et qui doit être, je crois, au cœur de la campagne de 2012. Que les politiques n'ont pas réussi à traiter, Laurent Vigorgne, je vous vois froncer les sourcils. Pour vous, la jeunesse, c'est une priorité, on peut dire ça comme ça, pour les partis politiques aujourd'hui ? Pour nous tous, c'est la priorité. S'il y en a d'autres, il faut me dire lesquels, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer l'avenir du pays. Vincent Peillon rappelait, il y a quand même ce sentiment que les jeunes, et François Chirac l'a appelé comme ça, vivent une sorte de bizutage social. Alors, on a parlé des chiffres du chômage, mais on pourrait parler de l'échec scolaire. 20% d'une génération qui a 15 ou 16 ans sort du système aujourd'hui sans diplôme. Les décrocheurs. Les décrocheurs. Et qu'on a un mal fou, 150 000 par an, 150 000 par an à réinjecter dans le système. On a parlé du taux de chômage des jeunes. On fait subir aux jeunes un taux de chômage qui est 2 fois supérieur au taux de chômage de l'ensemble de la population. Et ne parlons pas du chômage dans les quartiers. Les jeunes hommes dans les quartiers, c'est 43%. Il faut, pour ceux qui arrivent à trouver un travail, se dire que c'est 5 années en moyenne avant de conclure un CDI. Et de façon générale, 20% des 16-25 ans aujourd'hui dans notre pays vivent en dessous des minima de pauvreté.
Donc on a quand même un tableau d'ensemble qui, pour toutes les catégories de jeunes, est compliqué. C'est pour ça que ce sera un des points, et ça doit être, vous avez raison, un des points du débat de 2012. On a un vrai sujet sur la formation dans le primaire, formation dans le secondaire, sur la qualité de la formation, sur le rapport à l'école de l'entreprise, sur le coût du travail, sur le marché du travail qui fonctionne à plusieurs vitesses. On le sait, hein, les jeunes passent par l'épreuve et la case CDD pendant un trop long moment, je l'ai rappelé. Et puis, on a au bout du spectre une formation professionnelle qui ne rebat pas les cartes une fois que les gens sont entrés dans la vie professionnelle. Ça fait beaucoup. Pour vous, la principale raison évoquée, parmi toutes celles évoquées par Laurent Bigon, ce serait laquelle? Ce serait l'absence de formation en continu? Ce serait l'absence de souplesse dans le marché du travail? Je crois qu'en réalité, parce que dans ce qu'il a dit, on ne peut pas être complet à ce stade, mais après vous avez des problèmes de logement, il y a déjà des problèmes spécifiques pour l'ensemble des Français, qui sont aggravés pour les jeunes. Vous avez des problèmes de santé, il y en a déjà pour certaines catégories fragiles en France, ils sont aggravés pour les jeunes. Donc je crois que ce serait une erreur, il y aurait une double erreur, séparer les jeunes du reste de la population, faire en sorte d'attiser un conflit des générations et ne pas faire comprendre à tout le monde que c'est l'intérêt de toute la société d'être capable de trouver des débouchés pour les jeunes. Et deuxièmement, je crois que, moi j'ai un attachement et je pense qu'il faut une refondation absolue de notre système éducatif. Et nous proposons un nouveau contrat entre l'école et la nation. Mais je crois qu'il faut faire attention, c'est une politique qui doit viser tous les secteurs, l'urbanisme, la famille, quand vous regardez le problème des familles monoparentales, il y a la question de la sécurité, ça concerne aussi la jeunesse. Donc en réalité, une action vers la jeunesse, bien sûr l'emploi, bien sûr l'éducation, mais c'est une préoccupation qui doit avoir lieu dans tous les domaines. Alors, j'en reviens tout de même aux relations entre les jeunes et la politique. Je me tourne vers vous, Mathias Léridon. Est-ce que pour vous, la jeunesse a aujourd'hui encore un poids politique en tant que tel ? Je crois que Vincent Peillon, vous le disiez tout à l'heure, en disant la jeunesse, elle est victime de son incapacité à se projeter dans l'avenir, avec confiance dans l'avenir. Mais la réalité, est-ce que il y a aujourd'hui, on a l'impression que la jeunesse, elle a perdu un peu son capital de représentation politique. Si on regarde dans les 40 dernières années, 1968, 1980, la loi Faoul, le CPE, la jeunesse était une force politique unitaire qui était en général une force de modernité, voire une force d'opposition dans la société française, mais c'était une force politique qui était écoutée, parfois crainte, mais toujours respectée par le politique. Et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la jeunesse. Les élus, les politiques, de droite comme de gauche, ne parlent plus de la jeunesse, ils parlent des jeunes chômeurs, des jeunes travailleurs, des jeunes des banlieues, des jeunes stagiaires. Et finalement, cette fragmentation de la jeunesse en différents problèmes, ça a deux conséquences, il me semble. La première, c'est que le politique ne prend plus la jeunesse comme étant un tout, mais comme finalement une série de problèmes. Et puis comme on restreint la jeunesse à une série de problèmes, on lui enlève une partie de cette capacité qu'elle a à se projeter dans l'avenir. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, la jeunesse n'étant plus une force politique, ou n'étant plus un enjeu politique, elle devient aujourd'hui le parent pauvre de tous les programmes politiques. C'est-à-dire, où est la dernière grande mesure, la dernière grande proposition du politique pour la jeunesse française? Et est-ce que finalement, on n'assiste pas là à une fracture cachée de la société française entre la jeunesse, force d'influence politique, et l'incapacité ou la volonté, je ne sais pas s'il y a manipulation, du politique à ne plus la prendre en compte comme un tout? Il y a deux éléments dans ce que vous dites que je peux partager. D'abord, il y a eu des mesures pour la jeunesse. Il a existé dans ce pays la priorité à l'éducation nationale. Là, on supprime 16 000 postes et on nous annonce qu'on en supprime encore 16 000 l'année prochaine. En 1997, lorsque Lionel Jospin arrive aux responsabilités, nous avons le même taux de chômage des jeunes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu en dessous de 25%. Lorsqu'il s'en va, et dans quelles conditions? En 2002, c'est divisé par 2. Et entre les deux moments, il y a eu un grand plan, et d'ailleurs c'est Dominique Strauss-Kahn qui l'avait mis en place, qui était ce plan, enfin c'est Martine Aubry qui l'a mis sur une idée de Dominique Strauss-Kahn, qui était cette idée des emplois jeunes, qui a fait bondir un certain nombre de gens, mais quand on regarde les chiffres officiels, ça a eu une efficience pour 500 000 jeunes, et ça donne ces résultats statistiques. Donc je crois qu'on peut le faire quand même. Ce qui m'inquiète beaucoup et qui va dans votre sens, c'est que nous sommes aujourd'hui, et les sondages en font partie, dans un espèce de marché électoral. Et dans ce marché électoral, les gens raisonnent par catégorie. Et ils se disent, je vous disais tout à l'heure, si c'était les moins de 60 ans, Ségolène Royal aurait été élue. C'est-à-dire, qui va voter? Quel est le plus grand nombre de personnes et qui va aller voter aux élections?
Ce ne sont pas les jeunes, a priori, parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux, et la pyramide d'âge va encore s'accentuer, et en plus, ils vont moins voter que les personnes âgées. Et donc, il peut y avoir un risque que les partis de gouvernement qui veulent aspirer aux responsabilités se disent, et je le dis parce que j'ai assisté à ces réunions où cela se débat, oui, c'est pour ça que quand on trouve des hommes politiques qui ont le courage de dire, dans l'intérêt du pays, il faut mettre une priorité à la jeunesse, qui n'est pas simplement l'intérêt de la jeunesse, qui est l'intérêt de tout le pays et de l'avenir de la nation, eh bien, il faut essayer de mesurer que c'est l'intérêt général. Je crois, j'espère en tout cas, pour nous, affronter cette crise de l'avenir pour les socialistes et remettre la jeunesse en priorité, c'est un des choix majeurs du projet. Projet, ça veut dire d'ailleurs jeter devant, voire devant. Ce sera donc et moi, un je m'en grand thème réjouis. de la présidentielle, alors. Oui, un thème structurant. Oui, mais Vincent Peillon, vous parliez des 500 000 emplois jeunes. La question qu'on peut se poser, c'est 500 000 emplois jeunes entre l'arrivée de Lionel Jospin à Matignon et son départ. Certes, ce sont des jeunes qui sont sortis des statistiques du chômage. Est-ce que pour autant, vous avez l'impression qu'avec un emploi jeune, on a la première ligne de son CV ? Est-ce qu'il ne fallait pas investir au niveau des entreprises pour créer des vrais emplois pour les jeunes et pas forcément des emplois jeunes ? D'abord, je suis tout à fait d'accord. C'était d'ailleurs dans l'idée initiale. Mais la négociation avec le patronat en France n'est pas toujours aussi facile. Mais je tiens à vous dire, parce que, comme sur beaucoup de sujets, je préfère qu'on dise la vérité. Après, 70% des emplois jeunes, ça a donné des contrats à durée indéterminée après pour les jeunes. On va parler, je crois, ce soir de la montée de la précarité. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc je ne comprends pas pourquoi dans ce pays, maintenant on commence à se rendre compte, par exemple, que notre système fiscal n'est pas redistributif. Mais même sous Édouard Balladur, avait demandé un rapport à M. Ducamin qui le montrait. Pourquoi mettons 25 ans à mettre les vrais chiffres sur la table? Les emplois jeunes, ce n'est pas une solution définitive, c'est un moment de crise. Ça a eu des effets positifs et de pérennisation de l'emploi. Il faut l'accompagner de beaucoup d'autres mesures. Et vous avez raison, je pense qu'on va en parler. Si on pouvait développer en France l'implication des entreprises, l'alternance, donc les lycées des métiers, ce serait aussi très utile. Alors, on parle de chef d'entreprise, ça tombe bien. On va justement en reparler. On va accueillir sur ce plateau Gilles Babinet, qui est, on peut dire, un serial entrepreneur. Il a au moins 8 sociétés à son actif. Vous êtes également, Gilles Babinet, président du Conseil national du numérique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, un jeune est plus considéré comme un coût que comme un investissement pour une entreprise. Vous me posez la question de savoir si c'est bien ou pas. Non, mais c'est évident que je pense que les jeunes, dans leur ensemble, se sentent un peu, non pas prisonniers du plafond de verre, mais de la maison de verre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouger. Vous avez à la fois une très très grande difficulté, vous l'avez dit, je crois, à trouver des emplois. Mais d'une façon générale, vous avez le sentiment de rester une sorte de mineur perpétuel. Et il me semble que l'organisation du travail, en tout cas telle qu'on l'a connue jusqu'à présent, ne leur permet pas facilement de rentrer dans la vie active. Mais pourquoi on ne les emploie pas, ces jeunes? Ils font peur à l'entrepreneur? Alors moi, je suis dans un domaine où je crois qu'on traite les choses un petit peu différemment. Je travaille dans Internet et on les recrute plus volontiers. La moyenne d'âge des entreprises de notre secteur est sans doute 10 ou 15 ans en dessous de la moyenne d'âge de la force au travail en France. Mais il y a un certain nombre de facteurs dont on pourrait parler, comme par exemple la mauvaise qualité des formations universitaires qui font que dans l'Internet, on prendra quasiment jamais directement ou très très peu, exceptionnellement, des gens qui sortent de l'université. Chez vous, dans vos entreprises, vous n'avez jamais employé d'universitaires? Écoutez, je vais vous répondre franchement, je pense que je ne recrute pas, moi, pas directement des gens qui sortent de l'université, non. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont une mauvaise adéquation avec le monde du travail. Les universités sont sans doute assez bonnes pour former des sociologues, des formations, ou des ethnologues, des formations qui ne vont pas forcément dans les entreprises, mais ça ne marche pas. Non, il y a un certain nombre de réformes récentes qui vont sans doute aller dans le bon sens. En tout cas, jusqu'à présent, vous pouvez recruter des gens qui sortent de HEC, de Polytechnique, de Centrale, etc. Ça fonctionne, mais pas de l'université. L'université, c'est pas un peu effrayant de voir qu'il y a qu'un universitaire n'est pas adapté dans le monde du travail aujourd'hui? On a organisé le système comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait un système dual avec d'un côté des grandes écoles plus professionnalisantes, des écoles d'ingénieurs qui sont d'ailleurs souvent spécialisées, les télécoms, Centrale, Ponts et Chaussées. Et puis on a voulu université, savoir universel ou recherche, etc. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'université d'excellence.
autrement d'ailleurs que dans l'ethnologie, qu'il ne faut pas maîtriser. Par exemple, je voyais que beaucoup aujourd'hui de polytechniciens ou de normaliens, de normal sup, vont dans les facs faire des formations Master 2 en physique nucléaire. C'est l'université qui assume aussi cet effort de recherche pour la nation et sur un certain nombre de grands projets. Bon. Mais c'est une réalité que nous avons spécialisé l'enseignement supérieur des grandes écoles, qui coûte d'ailleurs plus cher avec les classes préparatoires à la nation, et vers un enseignement professionnel, et que les universités sont très abandonnées dans notre pays. Une des grandes réformes que l'on doit faire, parce que là on revient à un problème incroyable, c'est les universités parking, c'est le problème des premiers cycles et des échecs absolument considérables des jeunes, souvent issus de milieux en difficulté dans ces universités, et par contre le recrutement des grandes écoles, et ça vous savez c'est un phénomène pour nous tous très troublant. Ces inégalités-là se sont accrues. Vous êtes fils de professeur, vous avez 15 fois plus de chances de réussir votre baccalauréat que si vous êtes fils d'ouvriers non qualifiés. Et la réforme Pécresse... c'est pas en régression, c'est en progression. Justement, dans le programme du Parti Socialiste, on a le sentiment que vous avez cherché à revoir le logiciel scolaire, notamment sur l'école primaire. Il y a beaucoup de choses assez innovantes qui sont dites. On a le sentiment que le projet socialiste est moins à l'aise sur les réformes universitaires, ou sur ce qu'il faudrait faire à partir de 2012. Moi, je ne suis pas là pour faire de la langue de bois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'abord des problèmes de méthode. C'est que l'enseignement supérieur de la recherche vient après le projet et il y aura à Toulouse les propositions du Parti socialiste dans une semaine. Mais je crois que nous ne devons pas, en tout cas, c'est ce que je plaide, et je pense que je serai écouté, être sur cette question frileux. Parce que ça, c'est un désastre national. Et un désastre européen. Parce que nous sommes à moitié de l'investissement des États-Unis ou d'autres grands pays, 1,5% du au PIB lieu de 3, est qui était consacré pourtant la stratégie de Lisbonne de l'Europe. Moi, je l'ai voté avec enthousiasme. Nous avons besoin d'innovation, d'intelligence collective. Les travaux de demain sont ces travaux. Bon. Et nous ne sommes pas capables de le faire encore. Mais nous avons organisé un système qui est extrêmement figé et qui a un autre problème que vous n'avez pas soulevé, c'est que, d'une certaine façon, en France, le passeport initial vaut quitus pour toute la vie. Je le dis d'autant plus que moi, je suis agrégé docteur de l'université. Ça n'est pas normal qu'un garçon qui a fait de bonnes études entre 20 et 23 ans se retrouve à vie avec... et que des gens qui ont beaucoup de mérite, qui travaillent dans l'entreprise, qui sont au service de l'entreprise, plafonnent. Le système des grands corps français, issus des grandes écoles, pose quand même un problème. Vous avez en France une endogamie incroyable entre les milieux politiques, les hauts milieux administratifs et les très grandes entreprises. Je ne vois pas dans les 30 dernières années, peut-être après-guerre ça a rendu service, dans les 30 dernières années, ça a bloqué le développement des sociétés françaises. Alors, attendez, parce que j'aimerais savoir ce que Gilles Babinet attend d'un politique aujourd'hui. Je suis très heureux de l'entendre dire ça, parce que je pense qu'effectivement, il y a un problème de caste qui est effroyable. Je le constate tous les jours, et vous avez une espèce de rupture, je pense, qui va au-delà des jeunes. Vous avez un certain nombre de gens, beaucoup se trouvent à Paris, qui détiennent l'ensemble des leviers du pouvoir, que ce soit dans les entreprises, et particulièrement les grandes entreprises du CAC 40, ou les directions de l'État. Et je pense que les jeunes sont totalement exclus de ça, ne s'y intéressent pas parce qu'ils n'y voient aucun espoir de pouvoir s'y épanouir, et finalement se marginalisent et recréent à certains égards des réseaux en dehors du système. Laurent Bigorne, vous vouliez intervenir ? Juste une question, parce qu'il y a eu toute cette controverse, vous avez raison, sur les grands corps et sur la noblesse d'État. Il y a eu toute une controverse sur la fin du classement de sortie à l'ENA. Et puis on voit les sénateurs socialistes s'opposer à la fin du classement de sortie. Le Conseil constitutionnel leur donnait raison. Et pour tous les jeunes qui voient ça et qui s'intéressent un peu à ces questions, pour ceux qui s'y intéressent en tout cas, c'est très étrange de se dire qu'on cherche à garder le monopole de ceux qui vont avoir, à la fin d'un concours, obtenir les meilleures places. Je vous le confirme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben je pense que je vous ai dit, pour moi c'est un... Si je pouvais finir ma vie politique en ayant fait bouger ça, j'en serais satisfait. Je pense que ça coûte beaucoup au pays, et je commence à trouver, alors peut-être comme ancien professeur, mais comme républicain, qu'il est quand même indécent qu'on voit ces inégalités augmenter entre ceux qui ont, au départ de leur vie, par leur héritage culturel, pas nécessairement financier, mais toutes les chances de réussir dans Maths Sud Polytechnique, etc., et le trajet est assuré, ils ne sont pas au chômage, ils sont recrutés tout de suite à des salaires convenables, ils ont des vies intéressantes, d'ailleurs, je les souhaiterais pour tout le monde, je ne veux pas leur enlever leur vie, et d'autres qui ont des trajectoires d'un déterminisme social, et quand vous prenez entre 75, 95 et maintenant, pour un grand pays comme le nôtre, où nous partageons quand même, au-delà même du clivage gauche-droite, quand même un certain nombre de valeurs, de justice, de liberté, d'initiative, ce problème ne fait que s'accroître. Et c'est encore incroyable.
Ouais. Nous donnons plus d'argent aux enfants de riches qui reproduisent les inégalités, par exemple les classes préparatoires. Ça coûte beaucoup plus cher un élève de classe préparatoire qu'un élève de 2 par Il n'y a pas que des riches en classe préparatoire. Non. Et il y en a de plus en L'éducation plus. nationale n'a Il y pas en de a de plus en responsabilité, plus. Vincent C'est Peillon. ça le problème. L'éducation nationale et ses bataillons d'électeurs socialistes. L'éducation nationale et ses bataillons d'électeurs socialistes n'ont pas une responsabilité? Bon, franchement, je ne veux pas faire le procès des uns ou des autres. Je ne le fais déjà pas de la droite quand je m'exprime. Vous permettrez que je ne le fasse pas des socialistes. J'ai quand même considéré que la priorité, je l'ai dit discrètement tout à l'heure, mais il y a des gens qui ont accordé une vraie priorité à l'éducation. Est-ce qu'ils ont tout bien fait? Non. Vous savez, j'ai un débat très dur avec les syndicats aujourd'hui sur l'éducation parce que le contrat entre l'école et la nation, c'est quoi? Il y avait eu un débat, si vous en avez la mémoire, entre Michel Rocard et Lionel Jospin sur la revalorisation du système enseignant. Et Rocard souhaitait qu'on donne 50 milliards de francs à l'époque, mais qu'il y ait une contrepartie, c'est-à-dire des changements structurels sur le temps, les rythmes scolaires, qui sont aberrants en France, sur le métier d'enseignant, sur les programmes, sur l'évaluation. Lionel Jospin a pensé, vu l'état de crise, qu'il fallait d'abord donner et après qu'on négocierait. On n'a jamais mené dans ce pays les grandes réformes courageuses sur l'éducation nationale qu'il faut mener. Je souhaite que la gauche le fasse. Alors, Vincent Peillon, moi, je Mathias voudrais Héridan. revenir sur ce que disaient Laurent Bigorgne et Gilles Babinet, justement sur la prise en compte notamment de l'innovation. L'innovation, c'est Internet, c'est un secteur qui est créateur d'emplois, qui est porteur, dans lequel on recrute plutôt des jeunes. Moi, j'aimerais aussi avoir votre réaction sur le fait que vous avez été député à 37 ans. Vous parlez de l'époque de Lionel Jospin. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un décalage entre l'âge des représentants élus à l'Assemblée nationale pour prendre en compte justement ces grands mouvements qui sont en train de transformer la société française? Combien il y a aujourd'hui de députés du Parti socialiste qui ont 37 ans à l'Assemblée nationale? L'Assemblée la plus vieille d'Europe. Et On a nous avons l'Assemblée la rejoint plus le vieille Sénat. d'Europe. Et nous avons rejoint le Sénat. Alors, Et est-ce vous voyez que- bien que le Pas en moyenne cumul dans d'âge. le temps... Pas encore en moyenne d'âge. Mais bien sûr, Si, c'est ça qui s'est produit aux dernières élections. Et que quand vous avez des députés élus 78 ou 81, pour la gauche en gros, dans la grande vague, gardent les meilleures circonscriptions, vous les retrouvez, et vous les retrouverez sans doute, malgré les efforts qu'essaye de faire Martine Aubry en 2012. C'est un véritable problème, c'est le problème de la mobilité dans la société française, et comme celui du cumul des mandats, entre parenthèses. Il faut limiter, selon vous, dans le temps, dans l'espace? Ah, moi je pense qu'il faut absolument faire respirer la société française, et de ce point de vue-là, oui, toutes les formes de féodalité, je l'ai dit tout à l'heure sur l'entreprise et l'endogamie, mais aussi sur la représentation politique et aussi sur le cumul des mandats, sont pour moi des choses qu'il faut faire bouger. Oui. Vincent Peillon, on va faire respirer cette émission. On parle beaucoup des jeunes. On Pardon va d'asphyxier. on va en entendre. Des étudiants de Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, sont avec nous. Alors on a Gaston Laval qui est donc étudiant en 2e année de sciences politiques. Vous avez 19 ans, vous aviez une question à poser à Vincent Peillon. Oui, donc, comme vous savez peut-être, aujourd'hui 50% des étudiants sont obligés de se salarier et parmi les boursiers, ça représente encore 40%. Donc le système de bourse d'enseignement supérieur n'est pas assez adapté. Donc est-ce que vous pensez qu'il serait bien de créer un revenu d'autonomie pour la jeunesse, qui serait à peu près 800 €, comme le propose le mouvement des jeunes socialistes, autour, justement, après, qui dépendrait en fonction de la proximité de l'université ou du revenu de l'étudiant et plus obligatoirement se baser sur le revenu des parents pour justement contrer et que les étudiants puissent enfin se concentrer à 100% sur leurs études et plus obligés à des chiffres astronomiques de salariat et donc d'échecs à l'université. Pour ou contre un salaire étudiant? Moi, j'ai un problème avec l'allocation autonomie universelle, parce que je pense qu'il y a des gens qui en profiteront, qui n'en ont pas besoin, alors que d'autres qui en ont vraiment besoin. Donc c'est la question des conditions de ressources. Et ce débat a lieu depuis le programme de 2002, mais bon. Et je fais partie de ceux qui pensent que nous n'avons pas des moyens financiers impossibles et qu'il faut les cibler sur les publics les plus en difficulté. Et qu'il peut y avoir des effets pervers à donner des allocations universelles. Donc je suis pour que l'on mette en place cette allocation autonomie avec dedans des choses qui ne sont pas simplement pécuniaires, mais il y a la question de la santé, il y a la question des aides au logement, il y a les banques. Et je suis pour qu'on la cible sur les publics les plus en difficulté. Ça me semble ça la mesure prioritaire. Mais je voudrais attirer votre attention sur une chose, et ça fait d'ailleurs partie des recommandations de l'OCDE. Il y a une façon de travailler en dehors de ces études qui est néfaste pour les études. Le soir, le fast-food, etc., des conditions de travail, mais généralement de vie qui ne sont pas bonnes. Et il y a d'autres pays, d'ailleurs il y a des modèles européens, où, comme le Danemark,
où les étudiants travaillent 10, 15 heures dans de bonnes conditions, se forment et précisément préparent leur insertion professionnelle. Et je pense que la France, qui a toujours eu en même temps une espèce de culture comme ça, d'une université abstraite par rapport à l'entreprise, mais même par rapport à la fonction publique, où la fonction publique fait pas, devrait arriver à faire des passerelles. Je reprends l'exemple de l'éducation. Je pense, quand on a supprimé les IPES, par exemple, on a fait une folie. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient de milieux modestes, mais qui, en passant ce concours en fin de première année, s'assuraient de pouvoir devenir professeur derrière, le faisaient avec passion, et on pourrait leur demander une contrepartie au moment où on nous dit il faut plus de présence dans les établissements, de l'aide individualisée. Donc, bien sûr, attention au travail, il faut faire attention à la nature du travail, qu'elle ne détourne pas des études, mais il ne faut pas voir comme principe que nécessairement travailler quand on fait ses études est une mauvaise chose, parce que beaucoup d'études montrent que ce n'est pas le cas. Vous parliez d'une allocation d'autonomie tout à l'heure pour les jeunes. Est-ce que ce serait une véritable allocation d'autonomie ou plutôt augmenter le nombre de boursiers? Au jour d'aujourd'hui, le programme du Parti socialiste prévoit cette allocation d'autonomie sans en préciser, parce que vaste négociation, les contenus, et moi je vous donne mon point de vue personnel. À ce stade, je voudrais qu'elle soit ciblée, et si nous avions une augmentation des bourses qui était suffisante, ce serait intéressant, si ce n'est que, encore, je rajoute qu'il doit y avoir d'autres facteurs qu'il n'y a pas dans les bourses qui concernent la santé, qui concernent le logement, qui concernent le transport pour certains. Les bourses, c'est ce qu'avait fait Claude Allègre avec les bourses de mérite. Oui, mais c'est un peu comme problème, on parlera peut-être du RSA jeune, on fait les choses de façon trop petite et pas assez structurelle. Alors, une autre question. Gilles Certain, vous avez Bonjour. 21 ans, vous êtes également étudiant en licence de sciences politiques. Oui, c'est cela, oui. Donc j'avais une question à poser, c'était par rapport à la question du logement, et plus particulièrement à celle du logement étudiant. Comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes viennent de la province, parfois, pour aller en ville étudier. Et donc cette question, c'est qu'en ville, par exemple à Paris, vous voyez bien, les loyers sont particulièrement élevés. Et je voulais savoir si, par rapport à cela, le PS souhaitait réguler les loyers pour les étudiants qui souhaitaient aller en ville pour étudier. Le problème du logement concerne bien entendu les étudiants, mais l'ensemble de la population française. Et c'est un des plus grands mystères depuis que je fais de la politique, de voir que chacun annonce chaque fois qu'on va faire des grands programmes de construction et qu'ils ne sont jamais faits. Bon, et donc on a un retard de construction et donc de logement considérable. Ça fait une pression bien sûr sur les prix, une pression considérable, qui vaut pour les adultes, parce que c'est un problème, je vais y venir, pour les étudiants, mais aujourd'hui, même ceux qui trouvent un travail, les jeunes en centre-ville, par exemple, à Paris, ne peuvent pas se loger. Les gens qui nous soignent dans les hôpitaux, les gens qui enseignent dans nos écoles sont obligés de faire 1h30 de transport, et quel transport parfois, pour venir faire leur travail et exercer leur dévouement. Donc on a un problème là qui est majeur. Un problème encore plus grave, si vous me le permettez, c'est que, en réalité, si on veut acheter maintenant, parce qu'il faut mesurer ça, c'est quand même très important, et on nous avait dit tous propriétaires, mais c'est qu'aujourd'hui, même des gens qui ont de bons revenus et de bons emplois ne peuvent pas avoir leur propriété. Donc c'est l'héritage qui prime aujourd'hui dans les discriminations entre les uns et les autres. Ce n'est pas le travail, sauf quelques fortunes, c'est l'héritage. Alors pour les étudiants, il faut, et ça fait partie évidemment des propositions qu'il faut faire, des très grands plans de logement étudiants. Aller sur des campus, moi j'ai des enfants qui sont étudiants et je dois dire je suis inquiet de l'intérêt qu'ils trouvent maintenant à partir à l'étranger, pas seulement Erasmus. Ouais. Ils sont mieux traités et la question du logement est absolument déterminante. Alors, ça fait il faut des investissements. C'est bien que vous disiez ça, parce que ça va être l'objet de notre deuxième partie de Face aux idées. On va parler du logement. On va remercier Gilles Babinet d'avoir participé à cette émission. Brigitte, c'est le moment de passer à notre reportage. Sylvestre est un étudiant en chimie qui compose entre petits budgets et grosses dépenses de santé. Ses problèmes de vue lui imposent de porter des lentilles de contact, mal remboursées par sa mutuelle étudiante. C'est un forfait 100 €. Donc en fait, ils vont me rembourser 100 € de lentilles, que ce soit les lentilles, le produit, ce genre de choses. Et le problème, c'est qu'un pack de 6 mois, ça coûte entre, je ne sais plus exactement, mais à peu près entre 75 et 80 €. Donc si je m'en paye 2, ça fait une différence de 60 €. Donc bon, 60 € même répartis sur 6 mois de l'année. Le problème, c'est que quand on les paye, il faut payer cash. Je fais comme ça, quoi. Je fais avec 6 mois de lentilles pour 1 an, quoi. Sylvestre n'est pas le seul dans cette situation. Pour plus de 40% des étudiants, le coût est la principale raison de renoncement aux soins. C'est un peu compliqué au niveau des remboursements, faut
faut faire attention avant parce que c'est un truc qu'il faut prévoir, sinon c'est la merde quand on a vraiment un problème de pouvoir y aller, quoi. Il y a des jours où on prend du Doliprane et on attend d'avoir économisé pour pouvoir aller chez le dentiste. La santé est une préoccupation majeure pour les étudiants, mais aussi pour de nombreux actifs comme Joseph. Lui travaille comme vigile en banlieue parisienne, un métier rétribué au SMIC, mais sans mutuelle, pour couvrir les soins coûteux. Je paie mon loyer, j'ai ma carte Orange, j'ai pas mal de petits trucs, de petits crédits de gauche à droite que je dois payer. Puis bon, franchement, c'est vraiment difficile de m'en sortir. Le constat à la mission de Clichy-sous-Bois est accablant. Le diagnostic, côté protection sociale, seulement 1 jeune sur 5 a accès aux soins financièrement, c'est-à-dire avec une protection complète, droits généraux et protection complémentaire. Phil Saint-Éjeune, bonjour. Difficile de connaître précisément la proportion de jeunes qui renoncent à leurs soins pour cause d'argent. Nous nous sommes rendus au siège du 3224, le numéro de Phil Saint-Éjeune. Une équipe de médecins et de psychologues répond anonymement aux appels de milliers de jeunes sur les questions de santé. En revanche, peu de retours en ce qui concerne le prix des soins. Je ne pense pas que Phil Saint-Éjeune suffise, dans le cadre de cette prévention-là, à prévenir des cas les plus graves des jeunes qui vont vraiment mal. À l'origine, certaines permanences de santé recevaient surtout des SDF et des sans-papiers. Mais depuis plusieurs mois, de nouvelles populations s'y présentent, des retraités, des mères célibataires, des travailleurs pauvres et des jeunes. Où je suis surpris, c'est qu'on voit des malades qui travaillent, qui sont insérés, ils travaillent à temps partiel, ils ont des petits boulots, mais ils travaillent, ils ont des fiches de salaire, mais ils n'ont plus de couverture complémentaire. Conséquence de la crise et de la baisse du pouvoir d'achat, le nombre de patients précaires s'est envolé au cours des derniers mois. Une proportion qui pourrait encore augmenter sans une réponse adaptée des pouvoirs publics. C'était un reportage de Kamal Abdourahib et Johan Relat donc sur la santé des jeunes, puisque on sait que 20% des jeunes ne peuvent pas se soigner faute d'argent. Nous allons en reparler avec notre invité qui nous a rejoint sur ce plateau, Ophélie Latil. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Génération Précaire. Alors, ce qu'on a vu sur la santé, ça existe aussi pour le logement. On en parlait à l'instant avec Vincent Payon. Pourquoi est-ce si difficile pour un jeune aujourd'hui de se loger? On voit que 44% des jeunes vivent encore chez leurs parents. Eh bien, disons qu'auparavant, on nous disait qu'on a toujours dit que la jeunesse était un problème, qu'il y a 10 ans, c'était le même problème. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, les loyers ont doublé, voire triplé dans certaines régions, qu'il y a 10 fois plus de stagiaires qu'avant et qu'on a créé le statut d'auto-entrepreneur, qui est la seule alternative au stage quand on est jeune. Aujourd'hui, pour avoir un logement, il faut être en CDI, il faut avoir 2 garants, voire 4. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas? Donc, si aujourd'hui, vous avez la malchance d'avoir moins de 28 ans et donc de ne pas encore avoir l'âge pour avoir votre premier emploi durable, en gros, vous êtes condamné à dormir chez le copain, à dormir en squat, pourquoi pas, ou à vous retrouver dans la précarité. Vincent Payon, est-ce que ce n'est pas le problème justement des stages, du manque d'encadrement des stages dans les entreprises qui affecte le problème du logement aussi? Non, c'est le stage, on va en parler, c'est un problème en soi, et ça montre d'ailleurs une mentalité française qu'il faut transformer. Mais je pense que les problèmes qu'elle évoque sont un peu différents. C'est lié vraiment à la question du logement. C'est vrai, cette augmentation des prix qui met les parents, il ne faut pas être hypocrite, dans la situation de soit on n'a pas les moyens et l'enfant reste à la maison, soit on est caution et voire même on loue à la place de l'enfant. Et on arrive dans des villes comme Paris, mais c'est quand même en train d'augmenter aussi très largement en province. Bon. Et nous sommes obligés d'être caution, et là on voit la concurrence. Donc c'est très difficile. Je rajoute si on a des parents. Mais bien sûr, c'est ça la question. Disons qu'il faut ses parents, il faut que ses parents prennent. Et donc un jeune qui est dans une autre situation est dans l'impossibilité de se loger. Bon, et alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je pense que la première chose à faire, il y a la question des aides qu'on doit apporter aux jeunes de façon sonnante et trébuchante. Elles existent. Donc il y a les déjà APL. Un peu. Voilà, il faut les augmenter dans un certain nombre. Il faut les augmenter dans quelle proportion à peu près? Les APL, ça aide quand même beaucoup les propriétaires. Plus que le jeune, au final, l'APL, si on les supprime demain, les premiers à râler, ce seront les propriétaires. C'est ce qui les permet aujourd'hui, actuellement, d'augmenter les loyers, sans vergogne. Et la deuxième chose, c'est de baisser la pression sur l'immobilier, sinon vous n'en sortirez pas. La troisième chose, c'est ce qu'on a évoqué avant, c'est d'avoir des plans
directe de la puissance publique pour construire, comme ça existe dans un certain nombre de pays, des résidences qui sont des résidences pour les jeunes. Pour mais les donc, pardon, mais on a les moyens de faire tout ça parce que, voilà, je vous entends parler des bourses, je vous entends parler des APL, on augmente. Ça se finance comment, tout ça? Ça se finance, par exemple, nos contrats emploi à venir dont on n'a pas encore parlé sont financés par la suppression de la détaxation des heures supplémentaires qui a coûté 70 000 emplois. Quand on veut trouver de l'argent pour le bouclier fiscal ou quand on veut, et on fait encore un cadeau cette semaine, d'accord, mais on l'a remplacé par la baisse de l'impôt de solidarité sur la fortune qui va bénéficier essentiellement à des gens qui ont plus de 17 millions de capital. Donc c'est un choix de société. Est-ce qu'on favorise nos rentiers ou ceux qui travaillent ? Et vous savez qu'aujourd'hui, le capital est moins fiscalisé que le travail, c'est quand même un problème. Et est-ce qu'on pense qu'il faut favoriser les rentiers, qui sont généralement pas tout à fait très jeunes, ou est-ce qu'il faut investir dans l'avenir, c'est dans notre jeunesse? Alors, on ne peut pas tout faire en même temps, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons des contraintes budgétaires, mais l'investissement dans l'avenir, c'est un investissement, c'est-à-dire que ça rapporte demain, alors que donner de l'argent à des gens qui en ont déjà et qui sont en plus très âgés, ça rapporte rien du tout, ça coûte. Oui, mais Vincent Peillon, vous dites vous-même, on ne peut pas saupoudrer les mesures, on ne peut pas saupoudrer l'argent public si on veut être efficace. Alors aujourd'hui, on a l'impression quand même que la jeunesse, il y a le problème du logement, il y a le problème de la santé, il y a le problème de l'éducation, il y a le problème de l'emploi. Enfin, la jeunesse, elle est face à tous les problèmes. Alors, de tous ces problèmes, c'est quoi la priorité pour débloquer le système? Moi, je pense que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense fondamentalement, je pense que d'abord la question de l'éducation est prioritaire. Mais je n'ai jamais, et je pense que ce serait une erreur, de régler la question de l'éducation, parce que nous le savons, sans avancer sur un certain nombre de sujets, c'est-à-dire l'accès au travail, c'est-à-dire l'urbanisme et le logement, et donc il faut le faire ensemble, avec les moyens qu'on a, mais une politique, elle doit avoir une cohérence globale, parce que parfois, si vous mettez, sinon c'est le tonneau des Danaïdes, si vous voulez, vous le remplissez, ça se vide d'un autre côté. Par exemple, pour la réussite scolaire, nous savons aujourd'hui, nous voyons d'ailleurs les problèmes de sectorisation, nous savons aujourd'hui que vous pouvez mettre des moyens dans un certain nombre d'endroits. Si vous ne changez pas l'environnement, si vous ne changez pas les conditions de vie d'un certain nombre de jeunes, eh bien, vous n'aurez pas de meilleurs résultats. Par exemple, très simplement, les travaux de Morin ont montré, et sont contestés par personne, que la façon dont un jeune est logé chez lui est corrélée de façon extrêmement étroite, avec sa réussite scolaire. Bon. Donc il faut, quand on est un responsable politique, amener des réponses sur l'éducation, mais pas penser que la question du logement du jeune est sans importance. On va passer aux questions du Parisien, mais Ophélie Latil, vous vouliez réagir? Peut-être réagir, oui. Oui, je disais que Vincent Peillon avait raison, parce que peut-être que l'argent est souvent mal utilisé. Je sais qu'en Italie, ils ont chiffré l'exil des jeunes, enfin, on dépense 1 milliard d'euros par an en Italie pour former des jeunes dans les universités qui vont partir à l'étranger. Le coût, c'est 1 milliard par an. L'argent, il est là, il n'est pas forcément bien distribué. Aujourd'hui, bon, voilà, on assiste les banques, les jeunes ne sont pas forcément les premiers assistés de ce pays. La seule chose, c'est qu'il faudra peut-être un moment penser le contrat social en arrêtant avec cette politique familiale. Cette idée que le jeune est dans sa famille, qu'il est assisté par sa famille. Aujourd'hui aussi, on assiste à une transformation de la société avec une idée que le jeune est toujours soutenu par sa famille. C'est la première chose qu'une entreprise nous demande quand on arrive aujourd'hui en entretien d'embauche. Enfin, une fois sur deux, ils font quoi vos parents? Et aussi, quand on a une fille, on vous demande, il fait quoi votre copain? Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut changer. C'est cette notion d'assistanat qu'on demande à la famille quand on ne veut plus que l'État le fasse. On va passer à présent à nos questions des lecteurs du Parisien, puisque le journal Le Parisien aujourd'hui en France est associé à Face aux idées. Wilfried Baudio, vous aviez une question à poser à Vincent Peillon. Bonsoir monsieur. Bonjour monsieur. Pourquoi faire des études pour avoir son bac plus 5 et se retrouver tout simplement que caissière ou caissier dans un hypermarché? Bien sûr, c'est un des problèmes dont on n'a pas encore parlé, qui est le déclassement, c'est-à-dire qu'en plus, un certain nombre de jeunes ont atteint des niveaux d'études et ne trouvent pas des emplois correspondants. Et c'est d'ailleurs, vous avez pris un exemple féminin, mais c'est plus difficile pour les filles que pour les garçons. C'est-à-dire que c'est encore accentué pour les filles, avec toujours ces inégalités structurelles en France. Donc il faut changer. Mais je voudrais quand même, parce que ce discours, et vous le savez, c'est pas du tout une critique, mais pourrait avoir un danger. C'est que dans toutes les études qu'on a, et il faut le dire quand même, c'est plus facile de trouver un emploi quand on a un diplôme que quand on n'en a pas. Les premières victimes ça dépend quand même du diplôme. Oui, mais globalement, c'est dans un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que ceux qui sortent... On forme des wagons d'étudiants en sociologie qui se retrouvent à sortir de l'université et on n'a pas besoin de sociologues dans la société française. Vous avez raison, mais quand vous regardez, ils auront quand même, parce qu'ils ont une formation générale, plus de facilité à trouver un emploi
que les fameux décrocheurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Et donc, il faut améliorer nos formations, nos professionnalisations, mais il ne faut pas dire ou laisser entendre qu'il est inutile de faire des études. Vous savez, quand vous êtes pédagogue ou un certain nombre de gens qui s'occupent, on a toujours, des jeunes viennent nous voir et nous disent « à quoi ça sert? Je baisse les bras, de toute manière. » En réalité, non. Alors, il faut mieux s'orienter, il faut trouver de meilleures formations, mais il y a une corrélation quand même très forte et non démentie entre le niveau de diplôme et l'emploi. Katia Lefeur, vous aviez une question à présent à poser à Vincent Payon. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous avons beaucoup parlé d'écoles et d'universités et je souhaitais connaître les mesures concrètes que vous proposez. Alors, vous m'accordez 1 heure encore? Non, pas 1 heure. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Parce que vous disiez, mais c'est intéressant d'être dans le concret tout de même. Il y a une corrélation forte entre diplôme d'enseignement supérieur et emploi. Comment on fait en France pour arriver à 50% de diplômés d'enseignement supérieur? Et on en est loin aujourd'hui, on reste collé à 40%. Et correctement logé. Ça passe pas, visiblement. Mais je crois que c'est très, très important, correctement logé. Hein. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir l'idée. Et moi, je suis très heureux de ça. Par exemple, Gérard Collomb, le maire de Lyon, insiste toujours là-dessus, et je crois qu'il a raison par expérience, et quand même tous les travaux nous le montrent. Il ne faudra pas demander à l'école de supporter tous les maux de la société. Parce que si on fait cette priorité, et on va se rendre compte que si on ne modifie pas le logement, la sécurité, des questions qui concernent les familles monoparentales, eh bien on va demander à l'école de résoudre un certain nombre de problèmes qu'elle ne pourra pas résoudre toute seule. Alors je reviens à votre question. Ouais. Dans le grand contrat entre l'école et la nation, je pense qu'il faut qu'on pose des sujets qui n'ont jamais été posés. Je vous en prends un. C'est le temps scolaire. Il n'a pas été posé convenablement. Nous sommes le pays d'Europe où nous avons le moins de jours de scolarité. Ça veut dire que vous avez en gros 180-190 jours. Le reste du temps, les enfants de bonne famille, à qui on peut, etc., il n'y a pas de problème, hein, ils ont des activités culturelles, ils vont en vacances. Les autres, ils ne partent pas en vacances et ils ne sont pas encadrés. Bon. Je pense que c'est un problème. Les profs ne travaillent pas assez comme... Si, parce que justement... Ce que disait Ségolène Royal. Non, parce que le complément de ça, c'est qu'ils ont les journées, mais les élèves français ont le moins de nombre de... Enfin, il y a le moins de journées. Mais le nombre d'heures... Et le plus d'heures d'Europe. Voilà. Et donc on compresse, chacun, enfin les parents, les élèves le savent, on compresse des journées, on démarre à 8h, on finit à 18h, vous êtes en zone rurale, vous attendez le car à 6h15 sous la pluie, vous rentrez le soir à 8h, c'est complètement incroyable et ça reproduit les inégalités. Je pense que cette question de savoir combien de jours on travaille dans l'année doit être posée parce que tant qu'on n'aura pas traité ce problème structurel, on ne résoudra pas les inégalités. Voilà un premier exemple. J'en ai plein mon cartable. Bon, Ophélie Latil. J'aurais eu un exemple un peu plus tiré de l'enseignement supérieur, parce que pour le coup, je parle beaucoup de l'enseignement supérieur. C'est le fait qu'aujourd'hui, les universités essaient d'externaliser la professionnalisation actuellement en augmentant le volume de stages. Aujourd'hui, on a des formations avec 70% du stage dans le cadre de l'année. Vous avez 10 mois de cours. Entre 800 000 et 1 200 000 stages. Voire 1 500 000 aujourd'hui. C'était avant la crise, 1 200 000. Aujourd'hui, on est plutôt à 1 500 000 parce qu'on se met à remplacer aussi les jobs non professionnalisants. On commence à faire du télémarketing en stage, le McDo en stage, les vendeurs stagiaires à la FNAC en stage. Aujourd'hui, voilà, on remplace l'emploi qualifié, l'emploi mal qualifié. On remplace aussi les seniors. À France Télécom, il y a des gens qui ont dit on m'a menacé de me remplacer par un stagiaire. Et aujourd'hui, ces stagiaires, ils sont de plus en plus nombreux, ils ne savent même pas trouver de stage quand ils ont 20 ans, qu'ils sont pas encore... Ils sont peu rémunérés, donc ils ont du mal à se loger. Peu rémunérés, donc pas logés, évidemment, ils attendent. Qui ne doit pas non plus disqualifier l'objectif de l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Et justement, c'est bien le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une augmentation du volume de stages, qui est une externalisation un peu des universités, qui a un peu freiné des cas de fer à la réforme de Valérie Pécresse, et qui du coup ont fait « Ok, on va professionnaliser, on va les foutre dehors, et ça va être fait comme ça, on n'aura pas besoin de se remettre en question en interne. » Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le programme de la droite comme de la gauche avait de développer l'apprentissage. En 2012, on va tous nous le dire, on va nous faire 1 million d'apprentis, c'est obligé, c'est obligatoire. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas cassé le stage, on ne risque pas de pouvoir développer l'apprentissage. Merci Ophélie Latil, merci d'être venue sur cette émission de Face aux idées. Brigitte, c'est le moment de retrouver Philippe Lenchener. Oui, un petit jingle et on arrive. Philippe Lenchener, bonsoir. Alors vous avez scruté la toile pour nous. Alors quand on tape jeune sur un moteur de recherche, qu'est-ce qu'on trouve ?
C'est compliqué parce que la jeunesse et Internet, c'est un peu comme le sable dans le désert, hein, c'est-à-dire que l'expression de la jeunesse, c'est Internet, donc paradoxalement, c'est pas si facile de trouver des choses qui cristallisent l'actualité ou la pensée. Alors ce soir, je voudrais vous parler de 3 choses, après vous avoir rappelé ce que nous nous étions dit le mois dernier, à savoir que ce qui intéresse le plus les jeunes et que les préoccupations majeures, c'était de très très loin les loyers, le pouvoir d'achat, les impôts et le salaire. Alors, je voudrais vous parler de 3 choses. Donc la première, c'est d'une étude que l'on peut trouver sur le site de la Fondapol. La Fondapol, c'est une fondation libérale. Alors, ils sont allés interroger 32 000 personnes dans 25 pays. Et c'est une mine d'or sur l'état de la jeunesse à l'heure de la mondialisation. Je vous donne 2-3 exemples de ce que l'on peut y trouver, par exemple. Vous y trouverez que 91% des jeunes Chinois voient la mondialisation comme un bienfait. Seuls 50% des Français, des jeunes Français, voient cela comme un bienfait. 76% des jeunes Indiens sont prêts à mourir à la guerre pour leur pays. 75% des jeunes Espagnols trouvent cette idée totalement incongrue. 17% des jeunes Français ont confiance dans leur gouvernement. Et 51% des jeunes Suédois ont confiance dans leur gouvernement au pluriel. Donc voilà ce genre de choses qu'on trouve sur fondapol.fr. Allez-y, c'est vraiment très très intéressant. La deuxième des choses, je voudrais vous parler de 2 vedettes qui sont un peu consacrées par le web. La première, c'est Louis Chauvel, le sociologue, pour la qualité et l'acuité de ses jugements sociologiques sur la jeunesse. Et le second, qui est totalement inattendu, qui est Jean-Louis Bourlange, le député européen, ce qui est très inattendu, mais parce qu'il a fait un formidable article sur le monde.fr qui buzz comme ce n'est pas permis. Alors, grosso modo, que dit cet article et que disent les analyses de Bourlange et de Chauvel? En fait, c'est un peu plus dur que ce que vous avez tiré comme bilan, c'est que pour eux, c'est très très simple. Il y a 2 générations. Il y a d'un côté une génération dorée, la génération des 30 glorieuses, qui a tout eu dans sa vie, des taux d'intérêt bas quand elle entrait dans la vie active, des taux d'intérêt hauts une fois que le plein emploi était un peu avant. Il est en fait à la charnière des deux. Des taux d'intérêt hauts après quand avait pu se construire le plein emploi et l'ascenseur social et la formidable modernisation de la France. À cette génération dorée a succédé ce qu'ils appellent la génération de fer. 35 ans d'un chômage et 35 ans d'une jeunesse variable d'ajustement d'une crise, avec quelque chose de très très dur et d'un peu plus dur que ce que l'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que une baisse des salaires, une baisse du niveau de vie, un développement de ce qu'ils appellent le travail quasi gratuit, c'est-à-dire les piges, les freelances, les stages, ce genre de choses, une nouvelle pauvreté, un faible recours aux soins, une absence d'horizon lisible et donc ce qu'on appelle un nouveau prolétariat cognitif, c'est-à-dire ces jeunes chômeurs diplômés qui donc ne seraient pas l'apanage uniquement de la Tunisie. Donc la réforme de des retraites pour eux, ça a été une caricature de ce mouvement, c'est-à-dire une réforme de vieux faite par des vieux pour des vieux. Donc leur idée, c'est qu'on a un capitalisme d'héritier de la énième génération et donc la jeunesse veut son mai 2012. Et c'est le 3e point que je voulais aborder, c'est le mouvement social donc, et le mouvement social aujourd'hui, est-ce que le web peut en être son miroir? Alors moi je fais un petit pari ce soir, c'est que le futur mouvement star existe et que le SOS racisme d'aujourd'hui existe et va prendre un grand essor. C'est ce mouvement qui s'appelle Génération 21 avril. Donc Génération 21 avril, c'est quoi? Ça a été lancé le 21 avril 2011. Il structure son action autour de 2 sujets. Le vote utile, pour éviter un nouveau 21 avril, et des propositions sociales. Leur slogan, c'est « Nous sommes le peuple des primaires ». Ils n'auront pas nos voix sans nos idées. Et la mesure sociale phare, ça consiste à provoquer en fait un transfert massif d'argent intergénérationnel dès le début du mandat de 2012 en couplant la fiscalité de l'impôt sur les successions et une taxe de solidarité entre les générations, une sorte de donation très défiscalisée pour que les jeunes aient un capital de départ et qu'il y ait un bouclier jeunesse. Alors, il y a des leaders d'opinion qui signent par dizaines, des leaders politiques qui se sont déjà positionnés pour venir à la 2e manifestation qui aura lieu dans quelques jours. Et leur idée, c'est que, comme à la dernière élection, il y a eu un pacte écologique de Nicolas Hulot, face auquel tout le monde a dû se positionner, il y aura ce pacte générationnel face auquel l'ensemble des hommes politiques devront se positionner. Alors ce qui est bien, c'est que si la jeunesse devient un lourd enjeu de l'élection prochaine, après tout, ce sera quelque chose de formidable, on ne pourra franchement pas s'en plaindre. Merci. Merci Philippe Lenchener. Vincent Payon, est-ce que les politiques n'ont pas un peu oublié les jeunes dans ce vote d'avril 2012? Je ne crois pas, puisqu'ils affichent. Après, il ne faut pas faire de la démagogie. Hein, il faut non seulement dire des choses, et puis essayer de les faire quand on a une responsabilité. Mais c'est vrai que je chante, j'entends. D'ailleurs, dans la politique du gouvernement actuel,
il y a eu, depuis 1 ou 2 ans, des plans annoncés. Alors après, on peut dire qu'ils ne sont pas suivis des faits de façon suffisante, mais il y a eu des plans annoncés. C'est-à-dire que cette préoccupation monte. Pour le Parti socialiste, je vous le redis, dans cette grande case avenir, la jeunesse est une priorité. Elle est par plein de bouts, mais elle est une priorité. L'idée juste, très rapidement, il faut voir l'audace de cette idée, mais moi je l'entends en faisant des débats aux 4 coins de la France, c'est quand même ce qui vient de nous être dit, c'est-à-dire qu'on donnerait un capital à des gens qui n'en ont pas. C'est une nouveauté, c'est un transfert important, en disant justement, comme je l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui, l'inégalité qui revient, c'est l'héritage, pour se loger. Il y a des gens qui n'en ont pas, eh bien il va falloir que la redistribution leur confère un capital de départ. Et leur donner de l'argent. Voilà, c'est la proposition phare. Et elle se discute effectivement aux 4 coins de la France. Moi je pensais qu'il y aurait quand même, on sait bien, quand on réforme les impôts, mais il y a beaucoup de gens qui vont vers cette idée, et j'ai même rencontré d'ailleurs des chefs d'entreprise et des gens qui avaient pas mal d'argent, disons, à transmettre, qui disaient que c'était une idée qui les intéressait. Vincent Peillon, puisque l'on parle de politique, on va accueillir maintenant le 3e et dernier invité de Face aux idées, Benjamin Lancard. Venez nous rejoindre à cette table. Bonsoir. Président des jeunes populaires, ça veut dire président des jeunes UMP. Vous êtes également élu conseiller régional Île-de-France. Messieurs, on en parlait tout à l'heure, quand on regarde les intentions de vote des jeunes, ce n'est ni pour le Parti socialiste, ni pour l'UMP que ça monte, c'est pour le Front National. Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, c'est surtout malheureusement pour l'abstention. Donc ça veut dire qu'on a quand même un gros travail à faire, ne serait-ce que pour intéresser à la politique, parce qu'il n'y a que 1% de jeunes qui s'engagent en politique dans notre pays, gauche comme droite, donc je crois qu'on a une vraie responsabilité là-dessus. Ensuite, après, c'est vrai qu'il y a des solutions qu'il faut qu'on montre. Je pense j'espère vous montrer que les propositions de l'UMP et ce qu'a fait l'UMP depuis 2007, c'est mieux que ce qu'aujourd'hui le PS propose, mais c'est vrai que le premier combat, c'est déjà l'abstention. Ah, on vous sent déjà, ça y est, prêt à dégainer vos propositions. Alors, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous allez proposer, voilà. Non, mais déjà dire quand même à quel point, je pense qu'il faut arrêter de caricaturer, parce que vous savez, quand on est jeune de droite, tout de suite on nous dit, ah là là, mais comment tu peux être jeune de droite, c'est pas possible, ça n'a pas de sens, qu'on commence jeune de gauche et après on finit vieux à droite. Bon, moi je crois pas que ce soit vrai. Je pense que ce gouvernement a beaucoup fait. D'ailleurs, la première réforme, c'était la réforme de l'université. Donc c'est quand même emblématique, et c'est pas juste une réforme pour le plaisir, c'est concrètement que nos facs aujourd'hui, le lien avec l'entreprise est plus facile, il y a plus d'argent, on a doublé le budget de l'enseignement supérieur, et pour tous les étudiants du pays, c'est quand même une bonne nouvelle, et d'ailleurs dans le classement de Shanghai, ça s'améliore. Et l'autre grande réforme, je pense, qui est mise en place, c'est que pour la première fois, pour répondre à la problématique de l'emploi des jeunes, parce que c'est vrai que le chômage des jeunes en France, il est le double de celui des aînés, donc il y a un problème, effectivement, c'est que pour la première fois, au lieu de faire des emplois jeunes, moi je vous ai écouté tout à l'heure, je ne suis pas d'accord. En 2005, près de 75% de ceux qui avaient un emploi jeune touchaient moins de 1 500 € et avaient des difficultés à trouver un CD. Donc vous ne pouvez pas dire que tout va bien. C'est pas... 1 500 €, c'est le salaire médian après 10 ans de vos gouvernements. Oui, mais vous avez doublé le nombre de chômeurs de jeunes. Moi, je ne suis pas venu pour polémiquer avec vous, parce que vous ne mettez pas dans la peau d'un vieux politique. Non, moi je vous dis juste à quel point je pense que... C'est une caricature. Mais, par exemple, si vous prenez cette affaire de l'université, moi je reconnais que dans le bilan de cette majorité, sans doute, la réforme des universités a été la chose la plus intéressante. Il faut d'ailleurs la poursuivre sur un certain nombre de plans. Le PS a un peu changé d'avis alors par rapport au... Parce qu'à l'époque, vous souteniez quand même ceux qui étaient dans la rue pour protester. Il y a ceux qui font leur caricature, mais globalement, et on le dit, je l'ai entendu encore, Jean-Marc Ayrault hier, il n'y a pas de difficulté. Par contre, dire on a doublé le budget des universités, ça c'est une plaisanterie. Donc, moi je voudrais dire un mot sur la question du Front National et de la politisation. Moi, je suis d'accord, bien entendu, mais là, il ne faut pas penser que la jeunesse est une catégorie étanche. L'évolution de la jeunesse, elle est prise dans l'évolution et toujours dans l'évolution globale de la société. Il y a une montée du Front National. Il y a des jeunes qui votent Front National, il ne faut pas s'en étonner, mais il n'y a pas que des jeunes. Il y a une montée du Front National dans toutes les catégories de la population, et même dans des catégories sociales qui n'étaient pas traditionnellement des catégories qui votaient pour le Front National. Et il y a très peu de gens qui sont militants dans les partis politiques et même dans les syndicats aujourd'hui. Donc les formes, et c'est pour ça que l'Internet est aussi intéressant comme forme de mobilisation, les formes de mobilisation d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement celles d'hier. Dans ce domaine, ça vaut comme dans les autres, il ne faut pas toujours être trop nostalgique. Il y a aussi dans notre société, et ça a été dit tout à l'heure, des forces vivantes, des forces qui cherchent d'autres modes d'expression, qui cherchent des aérations, et ce n'est pas toujours dans les partis politiques, et a fortiori dans les mouvements de jeunes des partis politiques, qu'on a la plus grande inventivité.
Alors peut-être pour éviter la polémique partisane, moi j'ai une question de fond à vous poser. Est-ce que vous ne croyez pas que l'un des problèmes en France, c'est que finalement on donne la priorité à la préservation des acquis sociaux qui profitent finalement aux travailleurs les plus âgés au détriment d'un assouplissement du système qui là pourrait profiter aux plus jeunes. Ce qu'il faut voir, c'est que Nicolas Sarkozy va finir son quinquennat sur la dépendance. C'est quand même un signe d'intérêt pour les... il a commencé sur la jeunesse avec la question de la réforme de l'université. Donc je pense qu'il ne faut pas chercher outre mesure le fait de finir sur la dépendance. Et puis il y aura certainement d'autres mesures. Et vous savez, actuellement, il y a quand même un gros travail fait sur l'apprentissage et l'alternance. Et justement, je termine. Je pense que pour la première fois, au lieu de faire juste les emplois jeunes, on fait de l'apprentissage et de l'alternance. On a tout le temps dans les passages médias des gens qui nous disent, bien pensant, oui, l'apprentissage et l'alternance, c'est génial. Jamais pour leurs enfants, mais c'est génial. Pour la première fois, il y a un gouvernement qui fait des allègements de charges pour les entreprises qui recrutent leurs apprentis. Il y a un gouvernement qui, par exemple, met le paquet pour que le statut de l'étudiant et le statut de l'apprenti soient pareils. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même une avancée. Et malheureusement, je regrette que dans le projet, je crois que vous êtes en charge du projet, qu'il n'y ait pas eu de soutien fait sur la question de l'apprentissage et de l'alternance. Donc maintenant, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il faut pousser. J'aimerais juste... Attendez, monsieur Payon, je sais que j'ai moins d'années que vous, mais je regrette que... Je regrette que dès qu'un jeune vous paraisse engagé et convaincu, vous lui disiez que c'est une caricature. Je pense que c'est pas digne du débat politique et je pense que ça traduit une mauvaise vision de vous, de la jeunesse engagée en politique. Une question qui sort du jeu politique. On parle effectivement d'acquis sociaux et de préservation des acquis des uns et des autres. On sait tous, c'est établi par les économistes, qu'on a un marché du travail assez rigide et qui se caractérise par des contrats à durée déterminée et des contrats à durée indéterminée. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer globalement, pour faire se rapprocher, converger et donner enfin aux jeunes qui entrent sur le marché du travail des contrats à durée indéterminée, qu'à un moment ou un autre, on fasse un deal national, un échange national pour dire, voilà, ceux qui sont en CDI, vous allez perdre peut-être un peu en protection, ça fait peur ça, et puis ceux qui sont en CDD, vous allez gagner, vous, immensément. Est-ce que dans le transfert intergénérationnel, il n'y a pas ce type de marché à un moment ou un autre qu'on peut faire? Sur l'organisation du marché du travail, l'idée d'une flexi-sécurité ou d'une sécurité sociale professionnelle, ça fait des années qu'il la faudrait, c'est-à-dire gagner effectivement en possibilité de mobilité et de flexibilité, mais il faut quand même avoir des garanties comme dans les pays où ça marche. Et les négociations jusqu'à présent engagées n'ont jamais donné les résultats satisfaisants. Parce qu'un des problèmes de cette culture française, et quand même on l'a entendu tout à l'heure, on prend un risque, qui sont ceux qui aujourd'hui sont dans les CDD et l'intérim? D'abord les jeunes et les femmes. Donc si on commence à dire en plus on va casser les statuts, ça va être d'abord pour eux. Donc il faudrait être capable d'organiser cette grande négociation. Moi je crois qu'elle est quand même l'avenir. Ça fait partie de nos propositions, comme d'ailleurs, vous savez, Monsieur Lancard, la formation en alternance, bien sûr, et c'est pas des vœux pieux, mais ce qu'il ne faut pas faire, et vous le verrez dans quelques années si vous êtes vraiment attaché à ces sujets, c'est que nous avons besoin, comment vous dire, de résultats et d'opiniâtreté. Lorsqu'on fait pendant 3 ans, 10 ans, et ça recommence d'ailleurs, les assistés, c'est pas bon, les contrats aidés, les machins, etc., et que le président de la République, au même moment où il relance l'alternance, nous dit « Ah ben finalement, on va mettre des moyens », c'est un peu tard. On a besoin de constance dans les discours, de constance dans les politiques publiques. Cette orientation est bonne. Je crois qu'il faut favoriser l'alternance. Mais ça a été dit par la jeune fille qui vous a précédé. Là encore, les conditions de l'alternance dans les entreprises françaises aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes. Et donc, il faut aussi en modifier la nature. Monsieur Payon, je vais... Très rapidement, Benjamin Lancard. Sur le transfert intergénérationnel, il y a 2 choses. Un, c'est sûr qu'il faut casser cette forteresse du CDI et qu'effectivement, pour les jeunes aujourd'hui, le CDI, ça paraît une sorte de Graal qu'on met vachement d'années à atteindre. C'est pas ce que vous avez dit, je crois. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais en tout cas, moi je pense qu'il faut... Moi je pense que les jeunes puissent tous accéder. Moi je pense qu'il faut, en tout cas, il faut réduire l'écart entre cette forteresse et je pense que tant qu'on permettra par aux jeunes d'avoir des expériences, de faire le service civique, c'est pour ça que nous, par exemple, je ne sais pas ce que vous pensez de cette proposition, de faire 6 mois hors les murs juste après le bac. Et deuxième chose sur le transfert intergénérationnel... Il va falloir conclure cette émission. Alors, moi j'aimerais conclure juste sur un sujet, peut-être que vous, parce que je ne sais pas s'il a été, si vous avez une position claire, mais c'est sur la question de la dette, c'est ça le vrai sujet du transfert intergénérationnel. C'est le transfert de la dette, ce sera l'objet d'une prochaine émission. Benjamin Lancard, merci. On va juste vous demander, Vincent Payon, de conclure cette émission. Il y avait en 1939 une phrase de Paul Nizan qui disait « J'avais 20 ans et je ne laisserai dire à personne que c'est le plus bel âge de la vie ». Est-ce qu'en 2012, on pourra espérer revivre une telle période et se dire qu'il y a une période rêvée qui arrive? Moi, je crois qu'on a un problème d'intérêt général et d'esprit civique. Que la crise que nous vivons, elle est économique, elle est sociale, elle est aussi, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous cherchez à nous le faire dire, une crise du politique.
Je crois que résoudre la question de la crise de l'avenir et donc donner des moyens à notre jeunesse décents, normaux, c'est pas faire un acte simplement vers la jeunesse. Il faut arrêter de parler en catégories, en intérêts particuliers. Ce serait vraiment un acte pour la France. Et si on aime son pays, si on veut qu'il se projette dans l'avenir, si on veut retrouver des marges de manœuvre qui nous manquent aujourd'hui, vous alliez parler de la dette qui a triplé, alors il faut aussi comprendre que la jeunesse, il faut investir dans l'innovation, dans nos entreprises, dans l'intelligence et dans notre jeunesse, parce que la jeunesse, elle est notre richesse à tous. C'est pas pour elle seulement, c'est pas une catégorie qu'on vise, un marché électoral, c'est l'intérêt du pays. Eh bien, ce sera notre mot de la fin. Merci à vous, Vincent Peillon, d'avoir accepté l'invitation de Face aux idées. Bonsoir Olivier. Bonsoir Brigitte. On se retrouve dans un mois pour une prochaine émission de Face aux idées sur LCP. Merci, bonsoir. Une double erreur, séparer les jeunes du reste de la population, faire en sorte d'attiser un conflit des générations et ne pas faire comprendre à tout le monde que c'est l'intérêt de toute la société d'être capable de trouver des débouchés pour les jeunes. Il y a quand même ce sentiment que les jeunes, et François Chirac l'a appelé comme ça, vivent une sorte de bizutage social. Aujourd'hui, pour avoir un logement, il faut être en CDI, il faut avoir 2 garants, voire 4. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas? En France, le passeport initial vaut quitus pour toute la vie. La jeunesse n'étant plus une force politique, ou n'étant plus un enjeu politique, elle devient aujourd'hui le parent pauvre de tous les programmes politiques. Une très très grande difficulté, vous l'avez dit, je crois, à trouver des emplois. Mais d'une façon générale, vous avez le sentiment de rester une sorte de mineur perpétuel. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un décalage entre l'âge des représentants élus à l'Assemblée nationale pour prendre en compte justement ces grands mouvements qui sont en train de transformer la société française? Combien il y a aujourd'hui de députés du Parti socialiste qui ont 37 ans à l'Assemblée nationale? Parce qu'il n'y a que 1% de jeunes qui s'engagent en politique dans notre pays, gauche comme droite, donc je crois qu'on a une vraie responsabilité là-dessus. Ne mettez pas dans la peau d'un vieux politique. Non, mais moi je vous dis juste qu'à un moment ou un autre, on fasse un digue national, un échange national pour dire voilà, ceux qui sont en CDI, vous allez perdre peut-être un peu en protection, ça fait peur ça. Et puis ceux qui sont en CDD, vous allez gagner, vous, immensément.